Bienvenue de retour dans ton Stradivari podcast autour du monde fascinant des instruments à cordes. Aujourd'hui, tout tourne autour d'un élément essentiel pour jouer d'un instrument à cordes, l'archet. Sans lui, rien ne fonctionne. Découvrons ensemble ce qui le rend si spécial. Il est bien plus qu'un simple outil pour frotter les cordes. L'archet est un moyen d'expression à part entière, une extension du bras, et a traversé des siècles d'évolution fascinantes. Les différences entre l'archet baroque et l'archet tourte moderne, tel qu'il est courant aujourd'hui, montrent non seulement des avancées techniques, mais aussi des transformations esthétiques. Et enfin, elles soulèvent des questions sur le choix des matériaux, la durabilité et la protection des espèces. Commençons par la distinction fondamentale entre l'archet baroque historique et l'archet moderne. Les archets du début du baroque étaient généralement plus courts et plus légers que leurs descendants actuels. Ils possèdent une répartition du poids asymétrique, ce qui est principalement dû à leur pointe fine et effilée. Celle-ci remplace la tête massive des archets modernes et déplace le centre de gravité plus près du talon. Cela a des conséquences notables sur le comportement de jeu. La forme de la tige de l'archet diffère également fondamentalement. Tandis que les archets modernes, depuis François Tourte à la fin du XVIIIe siècle, présentent une courbure concave, la tige des archets baroques était généralement légèrement convexe. Cette forme influence la tension des crins. Dans l'archet baroque, les crins s'incurvent davantage loin de la tige, surtout au milieu. Cela crée non seulement une autre esthétique visuelle, mais aussi une autre sensation de jeu, d'autant plus que les archets baroques ont également beaucoup moins de crins. Ces particularités architecturales apportent des caractéristiques sonores et techniques de jeu distinctives. Un archet baroque sonne souvent naturellement le plus fort au milieu de l'archet, ce qui facilite la création dynamique, par exemple le fameux messa di voce, où une note peut augmenter et diminuer de manière contrôlée. Le son est moins homogène, mais plus riche en articulation et plus nuancé. Les archets baroques réagissent plus rapidement aux impulsions, sont plus légers en main et plus agiles, mais aussi moins stables. On pourrait dire qu'ils ont moins de stabilité routière. Le son est, par rapport à l'archet moderne, plus mince et clairement articulé, tandis qu'un archet tourte produit un son plus plein, plus rond et plus uniforme. De plus, l'archet baroque n'est soumis à aucune normalisation. Alors que les archets modernes sont très standardisés, il existe une grande variété de longueurs, de formes et de répartition de poids pour les modèles historiques. Cette diversité est encore entretenue aujourd'hui par les musiciens et les archetiers. Quiconque joue aujourd'hui avec un archet moderne et est curieux de savoir comment un archet historique pourrait se sentir, peut expérimenter en tenant l'archet quelques centimètres au-dessus du talon. Un simple truc avec un effet perceptible. Un autre aspect important est le matériau. C'est particulièrement dans ce domaine que l'évolution de la fabrication d'arcs se manifeste non seulement sur le plan sonore ou artisanal, mais aussi dans un contexte éthique. Autrefois, des matériaux exclusifs étaient souvent utilisés pour les arcs, qui sont aujourd'hui considérés comme problématiques. La écaille de tortue, obtenue à partir de la carapace de la tortue imbriquée, a longtemps été très convoitée, notamment pour la décoration des grenouilles et des éléments ornementaux. Elle brille d'une chaleur et présente un veinage caractéristique. Aujourd'hui, l'utilisation de ce matériau est cependant strictement réglementée ou interdite, car l'espèce animale sous-jacente est en danger critique. Il en va de même pour l'ivoire. Celui-ci était également utilisé autrefois pour des boutons et des incrustations. Il provient des précieuses dents des éléphants et est un symbole de l'exploitation de la nature. Le commerce international d'ivoire est désormais fortement restreint, et la possession peut même entraîner des problèmes juridiques lors de passages de frontières dans certains pays. Les musiciens qui possèdent des archets historiques, fabriqués avec de tels matériaux, se trouvent donc aujourd'hui confrontés à des questions complexes, tant sur le plan juridique que moral. Un sujet d'actualité brûlant est le pernambouc, également connu sous le nom de peau-brasil. Ce bois est depuis le XVIIIe siècle le matériau privilégié pour les arcs de haute qualité. Il provient exclusivement des forêts côtières atlantiques du Brésil, un écosystème fortement menacé. En raison de ses excellentes propriétés physiques, haute densité, élasticité et résonance particulière, le pernambouc est presque irremplaçable dans la fabrication des arcs.
Cependant, c'est précisément cette convoitise qui a conduit à une diminution drastique des stocks. Depuis 2022, le Pernambouc est protégé par la Convention de Washington sur le commerce des espèces sauvages, CITES. Cela signifie, pour le commerce international et le transport d'arcs en bois de Pernambouc, des documents spéciaux CITES sont nécessaires. Les fabricants d'arcs doivent aujourd'hui prouver l'origine de leur bois et qu'il a été récolté légalement. L'industrie est confrontée au défi d'explorer des alternatives, de soutenir des projets de reforestation et de développer des stratégies d'utilisation durable. Un rôle central est joué par l'Initiative internationale de conservation du Pernambuco, une alliance mondiale d'archétistes, de musiciens et de défenseurs de l'environnement qui s'engage pour la protection de cette ressource unique. Un archet de violon est une œuvre d'art hautement complexe et finement équilibrée. Cela concerne non seulement ses propriétés de jeu, mais aussi sa valeur matérielle et économique. En plus de la tige et des cheveux, l'équipement métallique de la grenouille et de la vis de l'archet joue un grand rôle dans le poids, la sensation de jeu et le prix. L'or, l'argent et le nickel sont les métaux courants dans le montage des archets. L'or est presque exclusivement utilisé pour les archets de haute qualité. Il est apprécié non seulement pour sa valeur matérielle, mais aussi pour sa résistance à la corrosion. Les arcs montés en or sont considérés comme des objets de luxe, ayant généralement un poids plus élevé et une aura particulière. L'argent est le métal le plus répandu pour les arcs professionnels. Il allie robustesse, élégance et équilibre fonctionnel. Des arcs de haute qualité, mais pas excessivement luxueux, sont généralement montés en argent. Le nickel ou l'alliage de nickel est principalement utilisé pour des arcs plus simples. C'est économique, mais plus sujet à l'oxydation et moins durable. Fait intéressant, même de grands fabricants d'arcs français du XIXe siècle utilisaient du nickel pour certaines de leurs œuvres, ce qui n'a cependant pas compromis la qualité de leurs tiges d'arc et le travail artisanal. De tels arcs atteignent aujourd'hui des prix de collection élevés. La fourchette de prix des arcs de violon est immense. Des arcs industriels simples, fabriqués par machine, souvent venus d'Extrême-Orient, coûtent entre 100 et 500 euros. Les travaux semi-artisanaux ou de manufacture commencent à environ 500 euros et vont jusqu'à environ 1500 euros. Les arcs fabriqués à la main par des maîtres contemporains se situent généralement entre 2000 et 8000 euros, selon la réputation du luthier. Les prix des arcs historiques sont encore plus élevés, notamment ceux de l'apogée de l'école française au XIXe siècle. Les œuvres de maîtres telles que François-Nicolas Voirin, Joseph Henry ou Dominique Pécat atteignent des prix de 10 000 à plus de 100 000 euros, selon l'état de conservation et la provenance. Un arc original de François Tourte, le soi-disant Stradivari de la lutherie, a déjà été vendu aux enchères pour plus de 250 000 euros. Dans le commerce libre, de tels arcs se vendent même à des prix encore plus élevés. La France, et en particulier la ville de Mirecourt, était au XVIIIe et XIXe siècle le centre de la fabrication de violons en Europe. L'école française a établi des normes, tant en matière d'innovation technique que de conception artistique. Tourte a développé non seulement la baguette de violon concave, mais aussi les proportions courantes aujourd'hui et le système de vis. Des ateliers comme celui de Vuillaume ont employé plusieurs générations de luthiers renommés, parmi lesquels Dominique Pécat, connu pour ses archets puissants et faciles à jouer, ainsi que Pierre Simon, Joseph Henry et le style élégant et léger de François-Nicolas Voirin. Au XXe siècle, cette lignée s'est poursuivie avec des noms comme Eugène Sartori, dont les archets sont encore appréciés par de nombreux solistes, ou Louis Morizot et ses fils, un symbole de l'artisanat français au début du XXe siècle. Les archets de violon sont donc bien plus qu'un simple accessoire. Ce sont des outils finement réglés, des chefs-d'œuvre artisanaux, des partenaires formateurs de son, et enfin, des biens culturels avec une valeur économique et souvent émotionnelle. Leur choix de matériaux, de l'or au nickel, leur provenance, leur empreinte historique et la signature de leur créateur déterminent non seulement le son et la sensation de jeu, mais aussi leur place dans l'histoire et sur le marché. Qui choisit aujourd'hui un archet n'achète pas seulement un morceau de bois avec des crins, mais prend une décision entre tradition, qualité artistique, responsabilité éthique et souvent aussi investissement financier. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci d'avoir à nouveau écouté le Stradivari Podcast. Abonnez-vous et partagez-le avec d'autres. Et continuez à nous accompagner dans ce voyage acoustique, dans le monde fascinant des instruments à cordes. Restez intéressés. À bientôt.